Bonjour et bienvenue au cours Procédures et formules d'assemblée du programme Leader éditionnel de la YWCA de Québec, version abrégée. Je suis Nancy Gagnon, formatrice à la Y depuis déjà une bonne dizaine d'années et dans la vie, formatrice et consultante auprès des organismes sans but lucratif, des coopératives, des sociétés de développement commercial, des entreprises d'économie sociale. Et j'anime des dizaines d'assemblées chaque année. Le cours est divisé en deux blocs, deux capsules vidéo d'une quinzaine de minutes chacune. La première aujourd'hui portera sur comment on fait notre assemblée générale, pour qui, pourquoi, quand. La deuxième à venir sera sur le comment concrètement on y participe. Bienvenue! Tout d'abord, il faut savoir que les assemblées générales, les organismes en général au Québec sont soumis à des lois. Ils sont régis, encadrés par différentes législatures. La première, la loi sur les sociétés, partie 3, qui vient modifier la partie 1 et 2, va encadrer ce qu'est un membre, ce qu'est un conseil d'administration, ce qu'est une assemblée générale. De façon plus précise, vous allez avoir des encadrements de lois spécifiques. Elles sont relatives à votre domaine d'activité. Vous opérez un restaurant solidaire, ce sera la MAPAC. Vous avez des employés, la CNESST. Vous pourriez aussi avoir de la réglementation municipale qui vient régir vos activités. Naturellement, la loi sur les coopératives est spécifique aux coopératives et embarque dans les lois spécifiques. À l'intérieur, vous allez avoir le Code civil du Québec. Il vient régir le conseil d'administration, ses rôles, ses responsabilités. Autour des articles 1200 à 1300, vous y trouverez les principaux renseignements. Un document important que vous devez lire, aimer, sont vos règlements généraux, règlement de régie interne pour les coops ou règlement numéro 1. C'est à l'intérieur de ce document que vous allez retrouver toutes les informations qui définissent vos membres, comment les convoquer, à quel moment, c'est quoi les rôles et fonctions de vos dirigeants. Donc, c'est vraiment la régie interne. C'est un document qui est important, qui devrait être révisé périodiquement. Il est d'application constante et, naturellement, il est soumis aux autres lois. Donc, s'il diffère des lois, c'est la loi qui l'emporte, mais sinon, vos règlements généraux vont donner votre régie interne. Et un petit peu à l'intérieur, ce sont vos lettres patentes. C'est le premier document à la formation de l'organisme qui donne les objets, la mission, l'essence de pourquoi l'organisme a été créé. Donc, c'est un document qu'on révise rarement, mais qu'il faut garder en tête avant de pouvoir faire des grands changements dans son organisation. Une fois qu'on sait ce qui régit légalement, de façon transversale, vous avez la gouvernance d'un organisme. La façon dont les gens vont communiquer entre eux, se rendre des comptes entre les comités, le conseil, la direction, les employés. Ça appartient à la gouvernance, à la culture organisationnelle. Nous le verrons davantage dans la partie 2 avec les codes de procédure. L'Assemblée générale est un moment important. C'est le seul moment dans l'année où les membres réunis ont des pouvoirs qui leur sont propres et qui ne peuvent pas être transférés, sauf quelques exceptions, au conseil d'administration. Dans la loi, on retrouve les pouvoirs spécifiques de nommer le vérificateur comptable qui fera la vérification des chiffres. On aura le dépôt des états financiers, l'élection des membres du conseil d'administration. Attention, si en cours d'année, un poste devient vacant, le conseil d'administration a le droit légalement de coopter ce siège. On pourra recevoir et modifier les règlements généraux, s'il y a lieu, décider d'une dissolution ou d'une fusion de l'organisme. Vous pourrez déterminer le siège social. Là aussi, attention, le siège social n'est pas nécessairement l'adresse spécifique, mais bien la région administrative, la ville, la province où l'organisme va faire ses actions. Naturellement, tous les autres pouvoirs qui sont dans les règlements généraux et poser toutes les questions au conseil d'administration sur sa gestion. Normalement, en bon gestionnaire, nous allons offrir d'autres pouvoirs à l'Assemblée générale. On va leur présenter le plan d'action, les prévisions budgétaires, le rapport d'activité. Ceux-ci peuvent être soumis à un vote ou non, c'est à la discrétion de chaque organisme et ça dépend vraiment de vos règlements généraux. On pourrait former aussi des comités, déterminer des orientations, faire des comités pléniers. Chaque assemblée générale, chaque organisme a sa façon de faire. Prêt? C'est maintenant le moment de convoquer votre assemblée générale. Vos règlements généraux vous diront le délai. 90 jours à 6 mois après la fin de votre année financière.
La loi prévoit un maximum de 6 mois. Vos règlements généraux pourraient prévoir moins. Vous devez, dans votre avis de convocation, envoyer l'ordre du jour complet, le procès-verbal de l'année précédente, le lieu et l'heure précise de l'Assemblée. Naturellement, vos règlements généraux vous diront qui vous devez convoquer, quels sont vos membres actifs. Une fois que c'est fait, vous arrivez à l'Assemblée. L'ordre du jour est semblable d'une assemblée à l'autre. L'ouverture se fait par le président du conseil d'administration ou un autre membre du conseil. Vous vérifiez le quorum. Le quorum d'une assemblée générale peut être compté de différentes façons. Là aussi, ce sont vos règlements généraux qui le diront. Un pourcentage des membres actifs, un nombre fixe de membres ou un nombre de membres présents. Contrairement au conseil d'administration, où la loi prévoit que c'est une majorité simple des administrateurs qui doit être présent pour avoir un quorum. Les règlements pourraient même prévoir un peu plus, toujours un minimum de 3. Vous ferez la nomination d'une présidence et d'un secrétaire d'assemblée. Attention, la présidence d'assemblée a un rôle d'animateur, de modérateur. Son rôle est de s'assurer que le débat est démocratique, qu'il est juste, qu'il est équitable. Il doit écouter la minorité, il doit entendre la majorité, faire ce qui lui semble juste et équitable. C'est aussi la personne qui décidera des règles de fonctionnement, qui expliquera le fonctionnement, qui répondra aux questions. Tout au long de l'Assemblée, c'est à la présidence que l'on s'adresse. Quant au secrétaire, c'est lui qui rédigera le procès-verbal de l'Assemblée générale. Contrairement à un secrétaire du conseil d'administration qui a un rôle de sauvegarder les documents, de s'assurer qu'ils sont intacts, mais n'est pas obligé de rédiger les procès-verbaux du conseil d'administration. Passera ensuite la lecture de l'ordre du jour. En Assemblée générale, vous n'êtes pas supposé d'ajouter ou de soustraire des points à l'Assemblée. Ce n'est pas l'idéal, bien que ce soit possible. En Assemblée générale spéciale, c'est impossible. Les membres sont convoqués sur 1 ou 2 points et c'est les seuls points qui seront débattus. En conseil d'administration, c'est tout à fait possible de changer l'ordre du jour sur place si tout le monde est d'accord. Vous passerez à ce moment-là le varia. Donc, c'est possible d'inscrire des points d'information au varia. Il peut être laissé ouvert ou fermé. Passera la lecture et l'adoption du procès-verbal de l'année précédente. Ensuite, les points prévus par la loi. La nomination d'une firme comptable, l'élection du conseil d'administration, le dépôt des états financiers. Il pourrait y avoir aussi des points prévus par vos règlements généraux, comme le plan d'action ou le rapport d'activité ou les prévisions budgétaires. Ce sera relatif d'une organisation à l'autre. À retenir, l'Assemblée générale et le conseil d'administration ont des pouvoirs différents qui leur sont propres. Ils ne sont pas transférables de l'un à l'autre, tout comme les règles de fonctionnement en ce qui concerne la convocation, le quorum ou l'ordre du jour. Il faut aussi savoir que vos règlements généraux est votre meilleur ami. Il faut les suivre en tout temps. C'est dans les règlements généraux que vous trouverez les principales règles de fonctionnement de votre organisme. On n'oublie pas non plus que les décisions, les pouvoirs ne s'exercent qu'en cours de réunion. Les membres individuellement, peu importe leur statut, leur rôle ou leur fonction, n'ont aucun pouvoir. Ce sont réunis en réunion du conseil ou en assemblée générale qu'on peut exercer son pouvoir. Maintenant que l'on connaît comment, pourquoi, pour qui nous faisons une assemblée générale, je vous invite à consulter la fiche info juridique du COCO afin d'avoir un petit peu plus de renseignements à ce sujet. Dans la prochaine capsule, nous verrons concrètement comment participer à une assemblée générale. À bientôt!